C'est parti, on est en live. Bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. On vous laisse rentrer tout doucement dans la salle, nous faire, comme d'habitude, un petit coucou dans le chat. Bonjour Laurent. Florent. Justine. Hop. Super. Parfait. Bon, ça, vous arrivez de plus en plus nombreux, donc c'est super. Je crois que vous étiez plus de 115 inscrits aujourd'hui. Donc peut-être que vous allez nous suivre en live et puis ceux qui vont accéder à cet atelier en replay, bonjour et bienvenue du coup dans ce 4e et dernier atelier que l'on organisait dans le cadre de la série intitulée L'art de minimiser le travail inutile. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début, donc vous avez pu déjà participer aux trois ateliers précédents. Donc, un atelier sur les réunions sans ordre du jour. Le deuxième atelier était consacré à la rétrospective dans le cadre de projets, de réunions de projets. L'avant-dernier atelier animé avec Emmanuel était prioriser ses tâches même urgentes. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour l'atelier sur la communication. Et donc, on va s'intéresser aux mails et comment réduire le nombre de mails, notamment en interne. Et du coup, je retrouve avec plaisir Jeanne de Kerdrel, qui est formatrice et facilitatrice sur les questions de coopération et qui travaille donc dans la scope Semawi, donc une agence qui est spécialisée dans les questions de coopération et de gouvernance. Bonjour Jeanne. Bonjour. Du coup, Jeanne, pour ceux qui ont suivi depuis le début, qui a animé les 2 premiers ateliers sur la rétrospective et sur les réunions sans ordre du jour. Et pour commencer donc cet atelier, comme d'habitude, un petit point technique. Alors même si vous commencez à être des grands habitués de Livestorm, je vous rappelle les petits tips techniques. Je vous invite à désactiver tout de suite le son des notifications en cliquant sur la petite cloche en haut pour éviter d'être dérangé par les bruits des notifications. Pendant tout ce live, donc pendant ces 45 minutes, vous pouvez donc échanger avec nous via le chat, comme vous le faites très bien. Vous posez toutes vos questions dans l'onglet questions et n'hésitez pas à liker aussi les questions que vous trouvez intéressantes. Ça nous aidera à mieux les traiter. Et vous aurez également l'onglet sondage puisque vous aurez plusieurs sondages pendant ce live. Donc voilà, ça se passe dans l'onglet sondage. Si vous rencontrez des difficultés au niveau du son ou de la visio, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le lien que vous avez reçu par mail et à utiliser de préférence le navigateur Google Chrome. On vous invite aussi à fermer toutes les autres applications pour vivre pleinement ce live avec nous. Et je vous rappelle que tous nos ateliers sont enregistrés et les replays sont envoyés directement par mail tout de suite après le live. Vous les retrouvez également sur le site de Trajectoire Tourisme avec aussi le PDF qui est utilisé par Jeanne. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour pour l'introduction. Donc, je vous laisse dans les mains de Jeanne pour cet atelier sur zéro mail interne. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là pour ce 4e et dernier atelier. La question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celle des mails en interne dans les équipes, dans les entreprises. Alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui. Alors, je n'ai rien contre le mail en soi. Ce qu'on va explorer, c'est plutôt quelles sont les difficultés d'usage qu'il y a dans les mails qui en font en fait un outil qui, pour moi, aujourd'hui, dysfonctionne dans les équipes. Je dis pour moi, mais c'est aussi quelque chose que je vois dans mes accompagnements. Parce que mon métier, c'est d'accompagner des équipes à mieux travailler ensemble, en interne. Alors, évidemment, dans la gestion de projet, dans la façon dont on prend des décisions, mais aussi et surtout dans la communication interpersonnelle.
Et en fait, le sujet du mail, le sujet de la communication à l'écrit, pour moi, il est très lié à ces questions de communication interpersonnelle. Et c'est ça que je vous propose d'explorer cet après-midi. Nous allons commencer par un sondage, juste pour savoir, aujourd'hui, là, votre boîte mail, à quoi ressemble-t-elle? Donc pareil, vous allez dans l'onglet sondage pour y répondre. Et c'est donc le premier sondage qui apparaît. C'est bon, Jeanne, tu vois les réponses en direct? Oui, c'est parfait, merci. Bon, on est à égalité entre je n'ai aucun mail non lu et mes mails sont partiellement lus. Donc, je trouve que c'est un point très positif. Donc, j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de bonnes pratiques chez vous ou dans vos équipes. Cela dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette gestion de mails au quotidien dans une journée quand on reçoit parfois 30, 50 mails dans une matinée? Comment est-ce qu'on peut gérer ce flux au mieux? C'est ça qu'on va explorer ensemble. J'ai donc une deuxième question à vous poser en sondage. C'est quelle est la nature principale de vos emails? Je vous laisse répondre. Oui, on a dit qu'on vous faisait travailler aujourd'hui avec quelques sondages, mais ça nous aidera aussi pour la suite de l'atelier. Alors. Globalement, on est sur 41% des mails issus de l'interne, de ces équipes, avec de l'extérieur aussi. Oui, on est quasiment à égalité entre des mails qui viennent de l'extérieur et des mails internes. Et c'est très intéressant parce que pour moi, l'enjeu de la communication par mail se situe ici. Je vais aller un peu plus loin sur cette idée du mail. Comme je disais, je ne fustige pas le mail en soi. Je trouve que c'est un outil très efficace parce que je peux envoyer un message à un interlocuteur de manière instantanée. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le mail. Cependant, là, on le voit très bien, dans les usages, les boîtes mail, elles servent à la fois pour l'extérieur, pour des communications avec des partenaires, des clients, et aussi à l'intérieur des équipes. Et c'est là où, en fait, si on ne différencie pas ces boîtes mail ou des outils de communication en interne, ben on arrive avec des boîtes mail qui sont très vite surchargées et peut-être une information qui est noyée. Donc, le problème que moi je cerne et que j'arrive à détecter aussi dans les accompagnements que je peux faire, c'est que les boîtes mail qui sont très pleines génèrent un effet de surcharge sur les équipes. C'est jamais agréable d'ouvrir sa boîte mail et de voir qu'on a 50 mails non lus. Et puis, au-delà de cet effet du nombre, il y a aussi le temps de traitement. Dans les mails qu'on reçoit, il y a une diversité de raisons pour lesquelles on peut recevoir un mail. Il y a tous les mails de lecture, les nombreuses newsletters auxquelles on s'abonne et qu'on ne lit pas forcément, mais qu'on reçoit quand même dans sa boîte mail. Il y a les mails où on attend une réponse explicite de notre part, et dans ces cas-là, ça va me demander un temps de traitement important. Il y a les mails où je suis simplement en copie, et dans ces cas-là, je peux avoir une attention soit très légère parce que je suis en copie du mail, mais ça va quand même me demander de l'attention pour lire ce mail. Donc tout ça va me demander beaucoup de temps. Et ça génère une certaine inertie dans les équipes parce qu'il faut que je dédie du temps au traitement de mes mails. Et enfin, la limite que je vois dans les boîtes mail sans usage bien défini, c'est le risque d'une information qui est noyée. Quand je suis en copie d'un mail, qu'est-ce qui est vraiment attendu de moi? Quand je reçois à la fois des mails internes et des mails externes, qu'est-ce que je priorise entre une réponse dans mon équipe pour débloquer une situation et une réponse à un client? En fait, si tout arrive au même endroit, pour moi, il y a le risque, à la fin de la journée, de se retrouver avec une boîte mail qui n'est pas entièrement traitée et peut-être des demandes clients très importantes qu'on pourrait ne pas voir. Donc, pour moi, l'enjeu, il est là. Il y a à la fois un enjeu très pragmatique d'efficacité, de passer le moins de temps possible dans le traitement de ces mails. Et puis, il y a aussi un enjeu plus large, pour moi, de communication d'équipe, dans l'idée que plus la communication sera directe et fluide, a priori, moins je génère de confusion ou de risque d'incompréhension dans mon équipe. Et je pense qu'une équipe qui arrive à avoir une communication directe et fluide
développe de meilleures relations au quotidien et un meilleur passage de l'information. Donc, au final, on revient sur une idée aussi d'efficacité et d'une communication vraiment au service de l'équipe. Alors, le mail, évidemment, n'est pas responsable de tous les maux. Cependant, il y a quand même plusieurs manières de faire pour se passer du mail en interne, ou en tout cas pour faire différemment et aller vers une communication plus directe et plus fluide. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu. Je parlais d'usage tout à l'heure, et pour moi, ça, c'est très important d'arriver à différencier les usages des mails, ou en tout cas les différents objectifs d'une information. Je m'explique. Pour moi, aujourd'hui, la boîte mail telle que je la pratique, elle est uniquement dédiée à des interactions avec l'extérieur de mon entreprise. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en interne dans mon équipe, c'est dans un autre outil qui n'est pas ma boîte mail. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc voilà, ma boîte mail, je la dédie à un seul usage, c'est la réponse à l'extérieur, la réponse aux commandes des clients. Après, je peux avoir différents besoins dans mon équipe pour différents besoins de passage d'informations. Je peux avoir besoin, par exemple, de fixer une date. Et ben, dans ces cas-là, plutôt que d'utiliser un mail, je vais me tourner vers des outils qui me permettent de planifier des dates de manière partagée. Je peux avoir aussi besoin de prendre des décisions. Pareil, au lieu d'utiliser un mail qui risque peut-être de générer une chaîne de mails sans fin, alors que j'ai besoin qu'on prenne une décision, eh bien, il y a des outils en ligne, des applications qui permettent de manière très structurée de pouvoir prendre des décisions en équipe de manière asynchrone, en digital en fait. Et aujourd'hui, il y a une multitude d'outils qui permettent de répondre à une multitude d'objectifs et de besoins qu'on peut avoir en équipe et qui permettent de se passer de sa boîte mail pour la réserver uniquement à la communication avec l'extérieur. Alors, comment ça marche tous ces outils ? Le premier outil dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est celui des messageries internes d'entreprise. Vous avez certainement déjà entendu parler de Slack. Donc Slack, c'est vraiment la messagerie interne d'entreprise qui est le plus utilisée. Et la philosophie de ces outils, là, il y a un partage d'écran. Je vais vous montrer un petit peu plus, de manière plus approfondie comment fonctionne l'application avec une démo. Mais pour pouvoir vous permettre d'entrer dans l'outil, je vous présente déjà à quoi il ressemble sur ce partage, sur ce PowerPoint. Dans Slack, il y a 3 colonnes. Il y a cette colonne-là qui représente tous les canaux d'information et qui correspondent soit à des canaux de clients, à des canaux de gestion de projet, de gestion de tâches administratives. Bref, dès que j'ai un nouveau sujet, je crée un nouveau canal et j'invite tout ou partie des membres de mon équipe. Donc, c'est là où je vais tout retrouver. C'est un peu comme si je classais mes mails par dossier, en fait. Et ensuite, j'accède à la colonne du milieu. Donc, la colonne du milieu, c'est quand j'ai cliqué sur un canal. Là, en l'occurrence, vous voyez le canal surligné en jaune qui s'appelle site web. Du coup, j'accède au cœur de la chaîne du canal site web, où là, je vais pouvoir partager avec mon équipe tout un tas d'informations. Et puis, il y a une troisième colonne que je trouve vraiment efficace, qui est le fil de discussion. Donc, c'est la colonne que vous voyez tout à droite. Et c'est une colonne qui va me permettre de discuter d'un sujet sans que ça pollue le fil central. Et pour moi, ça, c'est une grande efficacité de ces outils. C'est que du coup, au milieu de mon écran, je vais avoir les informations essentielles. Et tout ce qui est discussion annexe qui ne concerne pas forcément tout le monde, ça va se générer sur le côté de l'application. Je rentre plus dans le détail en partageant mon écran et en vous montrant à quoi ça ressemble quand on se déplace dans Slack. Alors. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser. Dans l'onglet questions, on prendra aussi du temps pour y répondre. Alors, donc là, on a une petite centaine de canaux sur la droite qui correspondent à tous mes projets, comme je vous l'ai dit, ou à des chaînes clients qui sont diverses. Je vais vous montrer une chaîne en particulier pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, je vais prendre cette chaîne qui est la chaîne téléphone. Typiquement, c'est quand quelqu'un appelle sur le fixe de notre agence et a besoin de laisser un message à un membre de l'équipe qui, à ce moment-là, n'était pas disponible. Au lieu d'écrire l'info sur un petit post-it, eh ben, on va la mettre dans Slack et on va pouvoir s'envoyer des messages. L'intérêt dans Slack,
c'est qu'on voit à chaque fois qu'il y a une personne qui publie un message, qui peut mettre le titre d'un message. Elle peut taguer un autre canal dans lequel il va y avoir de l'information. Et surtout, elle va pouvoir taguer une personne de l'équipe. Et quand je fais un arrobase avec un prénom, eh ben, la personne va recevoir une notification particulière qui va lui dire « Attention Juliette, tu as un message dans cette chaîne ». Il y a le contenu du message, le numéro. Et ensuite, si je veux aller plus loin, et on voit qu'a priori, il y a eu un échange entre Juliette et Sarah sur ce message, on va générer le fameux fil de discussion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, Sarah détaille ce qu'elle a voulu dire dans son message et Juliette peut répondre. Donc plutôt que d'avoir un enchaînement de mails comme on peut avoir dans une chaîne de mails ou dans un WhatsApp par exemple, on va essayer au maximum de diriger l'information au bon endroit et de façon la plus structurée possible. Et tout ce qui est fil de discussion, alors il y en a sur Slack, mais il y en a évidemment sur d'autres applications dont je pourrais vous parler. Tout ce qui est fil de discussion vous permet d'être le plus précis possible sur l'information que vous voulez faire passer. Je vous montre un autre exemple avec une chaîne qui est plutôt dédiée à la gestion de projet. Donc là, c'est un client avec qui on travaille régulièrement. Et par exemple, pour se donner des informations sur le suivi d'un projet, plutôt que de s'envoyer des mails, on va écrire dans Slack ce qu'on appelle des topos. Donc la personne qui est pilote du projet va pouvoir rendre compte aux autres personnes qui sont parties prenantes de là où elle en est. Je prends toujours l'exemple de Sarah, qui nous dit que les sujets du web magazine que l'on écrit pour ce client sont validés. Et donc, elle nous fait un topo. Et vous voyez, elle peut varier aussi avec des effets de mise en page. Elle me tague, moi, pour me dire que je suis particulièrement concernée par ce message. En plus, elle peut me mettre le lien vers un tableau Trello, comme elle pourrait me mettre le lien vers un Google Drive, par exemple, pour éviter de mettre une pièce jointe ici. Et puis, on peut répondre avec des émoticônes. Et pareil, si on veut discuter plus profondément de ce post-là en particulier, on ouvre un fil de discussion. Et là, Sarah et Juliette ont échangé. Je m'arrête là pour la démonstration de Slack. On a déjà quelques questions. Ouais. Si tu es OK, on peut déjà en traiter. Une question de Pascal qui demande si on peut considérer Teams comme Slack. Est-ce que c'est vraiment la même utilité? Alors, je crois que sur Teams, il y a aussi une messagerie. Oui. Mais pour moi, en tout cas dans la pratique que j'ai, elle est plus poussée sur Slack. Plus précise. Et on a aussi une question sur le coût de l'outil Slack. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? C'est payant. Il me semble que c'est 5 € par personne pour un compte Slack. On n'a pas une version gratuite Alors si, tout à fait. C'est là où je voulais en venir, notamment pour vous présenter des outils alternatifs. Évidemment, mon propos n'est pas du tout de faire la promotion de Slack. Je n'ai pas d'action dans cette entreprise. C'est plus pour vous montrer la philosophie de ce que peut apporter une messagerie d'entreprise. Du coup, je peux faire maintenant un apport sur les différents outils qui existent. Donc, on a parlé de Slack. Quelqu'un a posé une question sur Teams. Teams, c'est aussi une messagerie d'entreprise. Et la version libre de ces logiciels, c'est Mattermost. J'ai mis le logo dans le PowerPoint, qui est développé par Framateams, qui est du coup ceux qui produisent les logiciels libres aujourd'hui en ligne. Donc voilà, ça c'est une version gratuite. Pourquoi est-ce que je vous parle du coup de ces outils de messagerie d'entreprise? C'est dans l'idée que plus l'information ira directement au bon endroit à la bonne personne, plus il y a de chances d'augmenter la compréhension et le fait que la personne ait bien reçu l'information. Typiquement, ça évite un mail où plusieurs personnes vont être interpellées dans le mail. Certaines vont être en copie, d'autres pas. Peut-être qu'on va poser une question en demandant une deadline à quelqu'un ou en demandant de fixer une date. Et en plus, il va y avoir une pièce jointe. Typiquement, ça, c'est un mail où il y a énormément d'informations et on ne sait pas exactement qui sont les destinataires ou qui doit répondre. Eh bien, dans Slack, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser au maximum, la fragmenter en fait, cette information. C'est-à-dire que j'ai besoin de poser une date avec quelqu'un sur un projet, eh ben, je vais aller dans le canal de ce projet et je vais lui mettre un lien Doodle, par exemple. J'ai besoin de retour sur la V1 de mon article. Plutôt que d'envoyer une pièce jointe sur laquelle chacun va venir contribuer,
je vais partager dans Slack un document Drive, par exemple, ou en tout cas un document collaboratif auquel chacun va pouvoir se connecter. Et donc, dans ces cas-là, j'évite toutes les erreurs d'oubli de pièces jointes, les versions de documents, par exemple, qui se récraseraient ou qui ne correspondraient pas. Et je suis sûre d'envoyer la bonne information à la bonne personne, puisque je peux, comme je le disais avec le arrobase, taguer les différentes personnes. Et dans ces cas-là, dans Slack ou dans les messageries d'entreprise, on va toujours avoir deux types de notifications. Des notifications où le canal va apparaître uniquement en gras. Donc là, ça veut dire que j'ai reçu un message dans ce canal. Et puis, il y a des notifications où je vais avoir un petit 1 rouge à côté. Et là, ça veut dire que mon prénom a été mentionné dans un canal, dans un message, et donc que je suis particulièrement attendue ou qu'on attend une réponse de moi à cet endroit-là. Donc, typiquement, je vais déjà, moi, rien que visuellement dans mon Slack, pouvoir prioriser l'information et là où on m'attend en fait en termes de réponse. Et ça, c'est un gain de temps qui est énorme. Parce qu'en fait, dans les mails, même si on peut organiser avec, par exemple, des drapeaux, des dossiers à lire, etc., l'information, elle est au même niveau partout. Alors que dans la philosophie des outils de messagerie d'entreprise, on essaye tout de suite d'avoir déjà un niveau de priorisation, de hiérarchisation, je dirais, de l'information. Et ça fait gagner énormément de temps. Pour continuer du coup sur les outils alternatifs au mail, j'ai parlé de planification de date. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des boucles de mail où on essaye de fixer une date. Et bien les outils comme Doodle ou le FramaDate, qui est la version libre de Doodle, vous permettent de planifier des dates à plusieurs. Ça, pareil, je trouve que c'est un gain de temps qui est énorme plutôt que d'enchaîner une liste de mails. Évidemment, ces outils Doodle en tout cas, est synchronisable avec les messageries d'entreprise. Donc, c'est intégré dans l'application. D'autres outils alternatifs dont j'ai envie de vous parler qui pareil, permettent de diminuer l'envoi de mails, c'est évidemment toute la suite Google Drive et son alternative libre, Framasoft. Donc là, c'est tous les documents collaboratifs en ligne. Donc, ça peut être évidemment des documents texte, des feuilles de calcul ou des PowerPoint. Et en fait, le fait de pouvoir travailler à plusieurs, de manière collaborative, sur un seul document qui se met à jour en direct, évidemment, c'est un gain de temps énorme quand on a besoin de travailler à plusieurs sur un document. Et puis, il y a, j'en ai dit un mot tout à l'heure, tous les outils de prise de décision. En plus, à l'heure du confinement où on n'est pas ensemble et que ça peut être du coup compliqué de prendre des décisions dans des contextes comme cela, ou juste quand il y a des équipes qui travaillent à distance en fait. Comment on fait pour prendre des décisions ? Plutôt que de s'envoyer des mails ou que de faire une visio par exemple, il y a deux outils qui permettent de prendre des décisions de manière asynchrone. C'est Loomio et Glassfrog, deux outils gratuits et qui vous permettent en ligne de faire une proposition de décision. Et le logiciel vous propose différentes étapes pour que les personnes puissent poser des questions de clarification, éventuellement apporter une nouvelle idée. Et à la fin, il y a une clôture et on prend les votes en ligne. Donc, c'est très structuré et ça vous permet d'avoir une discussion autour d'une prise de décision qui va être beaucoup plus fluide et qui va permettre à chacun aussi de travailler en asynchrone. J'ai une petite question sur ces outils Glassfrog et Loomio notamment, et même celui sur FramaDate. Est-ce qu'on peut le connecter à son Slack ? Alors, Glassfrog, vous pouvez le connecter à Slack, Drive aussi. Par contre, je crois que Loomio et Framasoft ne se connectent pas à Slack. Ok, donc en fait, on renvoie vers un lien. On renvoie vers un lien, c'est ça. Ok. Mais par exemple, pour Glassfrog, donc moi j'utilise Glassfrog, il est connecté à mon Slack. Donc au lieu de recevoir un mail de Glassfrog qui me dit que j'ai une proposition en attente sur laquelle je dois réagir, et ben dans Slack elle apparaît et je peux réagir dans Slack directement. Donc c'est hyper pratique. Ok. Donc voilà, tous ces outils me permettent, ce que je vous disais en introduction, d'avoir une boîte mail qui est consacrée à mes partenaires extérieurs, à mes clients. Et tout ce qui relève de l'interne de mon équipe se passe dans Slack et dans ces outils qui permettent de l'asynchrone. Pour aller même un peu plus loin, à Semawi, nous, on est partenaire d'une autre organisation qui a à peu près le même métier que nous. On est très, très proche en termes
de gouvernance. Les deux entreprises n'ont pas fusionné, mais on travaille régulièrement ensemble. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a certaines chaînes, certains canaux dans Slack qui sont communs entre nous et cette deuxième entreprise. Parfois aussi, on crée un Slack spécifique avec un client parce qu'on a un projet très important et qui va nous servir vraiment tout au long de l'année. Et dans ces cas-là, plutôt que de s'envoyer des mails continus avec ce client, eh ben, on va ouvrir un Slack particulier. Donc ça, c'est vraiment quand on est dans un niveau d'intégration plus fort. Une question de Ingrid qui demande avec combien d'outils différents jonglez-vous au quotidien? Ouais, c'est une très bonne question. En tout cas, mon attention sera sur vous inviter à ne pas multiplier les outils, mais bien à identifier vos besoins pour savoir lesquels sont nécessaires. Donc moi, à titre personnel, j'utilise ma messagerie Gmail, Slack, la suite Drive et Glassfrog. Donc ça fait 4 outils au quotidien. Et de plus en plus, là, alors avant, on utilisait Trello, qui est un outil de gestion de flux, de tâches. Et là, je suis en train de découvrir Asana, que je trouve aussi très intéressant. Donc, si je vais jusqu'au bout de ma réflexion, je suis sur 5 outils. Parce qu'ils correspondent aujourd'hui à nos besoins. Demain, si on se rend compte que quelque chose n'est plus efficace et n'est plus au service d'une communication intéressante pour nous, évidemment, on se passe d'un outil qui nous fait perdre du temps. Et je vous invite toujours à être très attentif à ça, à ne pas utiliser un outil pour un outil, mais bien vous demander à quel besoin répond cet outil et est-ce qu'il nous est utile en équipe. Ah oui, je vois une question. Quelle solution pour les mails externes reçus à transférer à l'équipe sans passer par les mails? Eh bien là, Gmail et Slack peuvent se connecter. Donc en fait, quand je reçois un mail dans ma boîte Gmail, j'ai un petit onglet Slack sur ma droite et le mail peut directement être envoyé dans Slack si jamais j'ai besoin de faire ça. Sinon, je copie l'information essentielle du mail et je la mets dans Slack, dans la bonne chaîne, en interpellant les personnes qui sont vraiment concernées. Donc, au-delà de l'outil, je vous l'ai dit, vraiment, il faut que l'outil réponde à vos besoins. Et pour ça, il faut prendre le temps de s'interroger sur de quoi j'ai besoin, de quelle pratique, en fait, j'ai envie de modifier. Et puis, se dire aussi que derrière tous ces outils qui permettent de l'asynchrone, qui permettent aussi une grande transparence de l'information, il y a toute une philosophie. Dans Slack, par exemple, n'importe quelle personne de l'équipe peut rentrer dans n'importe quel canal et en sortir au moment où il le souhaite. Ça veut dire que même si je ne suis pas dans un projet, je peux aller me renseigner sur le projet de quelqu'un d'autre et je vois où en est l'équipe sur différents sujets. Évidemment, j'ai la possibilité quand même de fermer certaines chaînes. Pour vous dire, nous, on a quelques chaînes qui sont privées où il n'y a que les associés de l'entreprise. Donc, typiquement, quand il y a des personnes notamment des stagiaires qui arrivent dans l'entreprise pour quelques mois, il y a certaines chaînes administratives et financières auxquelles ils n'ont pas accès. Par contre, tout le reste, ils peuvent explorer. Et quand j'entre dans une chaîne, j'ai accès à tout l'historique. Donc, par exemple, moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, eh ben, ça a été vraiment très utile pour moi de pouvoir remonter l'historique de certaines chaînes de discussion pour comprendre où on en était, pour comprendre le contexte client. Et à tout moment, je peux y revenir. Et ça, je trouve qu'en termes d'intégration dans une équipe, c'est très puissant et c'est très efficace. Donc voilà, derrière la philosophie de ces outils, je vous le disais, la transparence de l'information, la structuration de l'information. Je vous l'ai dit, il y a des canaux très précis et il vaut mieux faire plus de canaux que pas assez pour que l'information soit au bon endroit. Et puis, on peut tout à fait structurer les messages qu'on fait. On peut y mettre un titre en gras, on peut mettre de l'italique, on peut faire des listes à puces. Et dans Slack, en tout cas, je pense que c'est intéressant d'avoir cette discipline-là, de faire des messages courts et très structurés pour que ça soit très facile à lire, en fait. Donc évidemment, ça demande une certaine discipline, mais je trouve que c'est une discipline qui est au service de la communication. Je vous l'ai dit, la philosophie de base, c'est la bonne information au bon endroit, la bonne personne, notamment en mentionnant les membres de votre équipe là où vous attendez d'eux qu'ils vous répondent. La philosophie aussi derrière tout ça, c'est un gain de temps dans le traitement de l'information. Parce que dans une boîte mail où tous mes mails arrivent dans la boîte de réception et qu'après, j'essaye de les trier dans différents dossiers, dans Slack, l'information, elle arrive directement dans le bon canal, dans la bonne thématique.
Et puis, il y a cette idée que tout ce qui est fait en asynchrone, c'est du temps gagné sur le présentiel. Si je peux prendre des décisions en asynchrone, si on peut décider de date en asynchrone, évidemment que c'est du temps gagné en réunion, c'est du temps gagné en équipe, peut-être pour faire, et puis qui est vraiment libéré pour autre chose. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Alors, pour aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça génère dans les équipes finalement tout ça, parce que évidemment d'avoir plusieurs outils à gérer, ça peut paraître compliqué, et c'est là où vraiment il faut être connecté à une envie de tester un nouvel outil. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, dans les effets positifs qu'on peut voir dans l'utilisation de ces outils, pour moi, c'est qu'une information classée, elle permet vraiment une meilleure efficacité au quotidien. En tout cas, vraiment, j'ai l'impression de passer moins de temps sur mes mails et d'être beaucoup plus réactive dans Slack que par mail. Je n'ai pas besoin de classer l'information puisqu'elle est déjà classée, donc j'y gagne du temps. L'esprit message court est très, très structuré, je trouve, permet une grande réactivité dans l'équipe. Parce que je réponds, on me pose une question, je peux y répondre en fil de discussion. On me pose une autre question, je peux y répondre, mais à un autre endroit. Tous les messages ne sont pas mélangés. Je prends pour exemple les outils comme WhatsApp ou la messagerie de Facebook, où tous les messages vont s'enchaîner sans qu'on puisse les classer. Typiquement, quand on organise quelque chose en groupe, la question de la location du logement va se retrouver. Alors, juste après, on va parler du covoiturage, puis on va parler du repas. Et toutes ces informations vont se mélanger. Et on ne va pas pouvoir se répondre précisément à un message. Donc voilà, pour moi, ça permet de gagner une grande réactivité dans l'équipe. Et surtout, le fait d'avoir cet esprit message court, message structuré, je trouve que ça pousse à faire des demandes qui sont plus claires. Et des demandes plus claires, pour moi, c'est vraiment au service d'une communication qui est plus fluide dans l'équipe et on minimise vraiment l'incompréhension, les susceptibilités. Parce que comme à l'écrit, il n'y a pas le ton, le fait de faire des messages courts, ça permet aussi d'être beaucoup plus efficace dans sa prise de parole. Dans les effets positifs, le fait qu'on peut donc diriger le message à un interlocuteur précis, donc ça c'est vraiment un gain de temps. La discussion par canaux aussi et l'idée de priorisation dont je vous parlais tout à l'heure, je trouve que c'est particulièrement utile quand on revient de congé. Typiquement, quand je reviens de congé ou que, par exemple, j'ai été en intervention pendant une journée, je me connecte le soir, il y a eu des dizaines d'échanges sur Slack, je vais d'abord aller voir les notifications où j'ai ce petit 1 rouge dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est les messages où on m'a mentionné spécifiquement. Du coup, c'est ceux que je vais traiter en priorité. Et puis, les autres messages où j'ai une notification qui m'indique juste qu'il y a eu un nouveau message dans la chaîne, je vais aller le voir, mais je sais que ce message, il va plutôt être une source d'information pour moi. C'est quelque chose que je vais devoir avoir en tête, ou alors ça me tient au courant de l'avancée d'un projet, mais on n'attend rien de moi à cet endroit-là. Donc, quand je reviens de congé, je trouve ça très pratique de pouvoir de congé ou d'une journée d'intervention, comme je disais, c'est très pratique d'avoir cette hiérarchie de l'information. Il y a cette idée de centralisation dans l'idée que Slack peut être connecté à d'autres outils. Donc, typiquement, en termes d'outils ouverts, je n'ai que ma boîte mail et Slack. Je ne vais pas avoir un Doodle ouvert en plus, je ne vais pas avoir Glassfrog ouvert en plus dans un onglet, puisque j'y accède directement dans Slack. Et en plus, tout est au même endroit. Donc, typiquement, je suis en train d'appeler un client, je l'ai au téléphone. Sur Slack, je vais avoir tout l'historique des échanges avec ce client. Je sais s'il y a un doodle qui a été planifié, je sais si on a un document Drive qui est partagé. Tout est au même endroit. Et je ne m'embête pas à chercher ailleurs. Et puis, cette idée que l'information, elle est disponible partout, pour tous. Pour moi, vraiment, ça contribue à une meilleure vision d'ensemble et aussi à une conscientisation de là où on en est dans l'entreprise, là où on en est des projets. Et je trouve que ça amène à plus de responsabilités. Voilà pour les effets positifs. Cela dit, évidemment, comme pour tout outil, il y a évidemment certaines limites. Le frein le plus fort que je vois, c'est le temps d'adaptation. Apprendre un nouvel outil, ça prend toujours du temps au début. Donc ça, il ne faut pas le minimiser. Et c'est pour ça que choisir de passer sur un nouvel outil, quelquefois, ça peut être un peu long. Mais c'est pour ça qu'il faut être très clair sur pourquoi est-ce qu'on le fait et à quel besoin ça va répondre. Et puis, deuxième enjeu, il faut absolument que tout le monde embarque sur l'outil. On ne peut pas travailler dans une équipe si la moitié de l'équipe est sur Slack et la moitié n'y est pas, par exemple. Donc ça, c'est fondamental. Et pour ça, ça veut dire s'assurer que tout le monde embarque
sereinement dans l'outil, et ça veut dire certainement du temps d'accompagnement pour ceux pour qui c'est le plus difficile. Mais bon, voilà, c'est toujours un choix qu'on fait quand on décide de ce genre de transformation, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Justement, sur les conditions de réussite, sur l'adaptation de ces outils, je vous le disais, pour moi, il y a vraiment ce triptyque qui fait qu'il faut être en capacité d'analyser vos besoins, d'analyser les pratiques que vous avez envie de changer. Peut-être que chez vous, la gestion des mails, elle se passe très bien, et dans ces cas-là, mais restez avec le mail. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que le mail génère chez moi ou dans l'équipe suffisamment de dysfonctionnement pour qu'on ait envie de passer à autre chose? Donc, il y a l'analyse du besoin, la correspondance entre les fonctionnalités de l'outil et ce dont vous avez besoin. Quelquefois, on teste un nouvel outil et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qu'on en attendait. Et puis, cette dimension du temps accordé à la compréhension et à l'appropriation de l'outil. Je vous le disais, là, par exemple, dans mon équipe, on teste Asana, qui est un outil de gestion de tâches et de flux. Et ben, on s'est laissé 1 mois. Régulièrement, on fait des points pour savoir où chacun en est. On a d'ailleurs une chaîne Slack pour se poser des questions sur comment ça se passe Asana pour vous, quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait avoir. Et donc, ça, c'est un travail collectif. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on n'est pas tous au même niveau d'intégration de ce nouvel outil. Mais en tout cas, on y est attentif et on fait en sorte que chacun puisse exprimer ses difficultés et qu'on puisse partager des bonnes pratiques en équipe. Donc voilà, ce triptyque, pour moi, il est vraiment fondamental et c'est une des conditions de réussite pour l'adaptation d'un nouvel outil. Ensuite, il y a une dimension qui est très importante, c'est celle de s'autoriser le test. Évidemment, un nouvel outil, sauf s'il est très, très intuitif, très simple, va peut-être nécessiter une période de test. Et je pense que il faut pour tester un outil, il faut vraiment s'y mettre à fond, en voir les fonctionnalités, en voir les possibilités, les limites. Il faut que ce test il soit fait vraiment pleinement, en fait, pour voir si l'outil vous convient. Mais ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on peut s'autoriser à se dire qu'en fait, non, cet outil, on ne va pas l'utiliser. Et ça fait partie aussi du temps accordé à l'adoption d'un nouvel outil. Je le disais, dans les conditions de réussite, vraiment accompagner ceux et celles qui ne seraient vraiment pas à l'aise. Et puis, dans cette idée de correspondre à la philosophie de ces outils, c'est aussi adopter une posture qui va favoriser la transparence de l'information. Si vous décidez de créer un Slack et que 90% des chaînes sont passées en privé, bah, vous perdez complètement cette idée de fluidité et d'accès de l'information à tous. Or, c'est bien pour ça que Slack a été pensé. Je prends Slack pour exemple, mais c'est la même chose sur des documents partagés. Si finalement tout le monde n'a pas accès à tous les documents sur votre Drive ou sur votre Framasoft, et que vous êtes le seul à posséder et à donner des autorisations d'accès aux documents, ben vous allez perdre énormément de temps en fait à envoyer des notifications d'autorisation, à en recevoir, etc. Donc on est vraiment dans cette philosophie. Et pour moi, c'est une des conditions de réussite. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces outils, sur la façon d'adopter, la façon dont on peut les pratiquer? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. Moi, j'avais une question, mais tu y as peut-être un peu répondu. Est-ce qu'il faut multiplier les canaux donc, on l'a vu, je ne sais pas si tu peux revenir sur la capture pour que ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec Slack, peut-être qu'on revient sur ta capture, on voyait un peu Slack. Voilà. Est-ce qu'il faut multiplier les canaux ou se dire bon maintenant on se concentre pour avoir une dizaine de thématiques de conversation? Alors moi j'aurais tendance évidemment à multiplier les canaux dans l'idée d'avoir cette information qui est le plus possible thématisée et organisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Slack dispose d'un moteur de recherche qui est très puissant. Il permet vraiment de retrouver des messages très anciens. On peut remonter dans des fils de discussion très facilement et tout ça à garder en mémoire. Et ça, je trouve que pour une entreprise, en termes de stockage de l'information et d'historique de l'information, c'est très intéressant.
Et c'est pareil, il y a des raccourcis clavier qui permettent d'aller très rapidement dans un canal ou dans un autre. Et du coup, finalement, moi, je passe pas tant de temps que ça à dérouler mes centaines de canaux. Mais en tapant le nom d'un canal dans la barre de recherche ici, j'y accède extrêmement rapidement. Je peux aussi faire des recherches par personne, par type de message. Voilà, il est vraiment précis, le moteur de recherche. Ok. On a une question très intéressante de Nancy. Le personnel, par exemple, dans un office de tourisme, travaille très souvent sur plusieurs sites, donc sur plusieurs ordinateurs. Est-ce qu'il est possible pour les salariés de se connecter n'importe où avec n'importe quel PC? Oui, tant que l'application, même, il y a une version web de Slack, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir l'application sur son ordinateur. Donc, si par exemple je suis sur un ordinateur, je ne peux pas installer Slack, je peux quand même m'y connecter en ligne. Ensuite, sur n'importe quel ordinateur où Slack serait installé, je peux m'y connecter. Et puis, il y a une version téléphone, une version mobile, qui est aussi efficace que celle sur ordinateur. Donc, je trouve pour des équipes qui sont multisites ou avec des équipes qui sont beaucoup en déplacement, c'est super intéressant. Nous, personnellement, au niveau du collectif Trajectoire Tourisme, où du coup, on est vraiment plusieurs structures aux quatre coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on utilise Slack depuis cette année et c'est une révolution. Là, pareil, j'ai pas de part chez Slack, mais ça a révolutionné notre communication collective. On ne s'envoie même quasiment plus du tout de mails entre nous et il y a un gain de temps et d'efficacité dans les réponses qui est assez incroyable et une prise en main quand même de l'outil qui est assez intuitive. Donc ça c'est voilà, le retour d'expérience à chaud, ça change la vie les messageries instantanées comme ça d'entreprise. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Peut-être qu'on passe au troisième sondage. Oui, allons-y. Alors, l'idée, c'était un peu de sonder justement, là, après cette présentation, pour vous, est-ce que cette question du mail et du zéro mail interne résonne pour vous ou pas? Bon, en tout cas, il n'y a personne qui pense que c'est une utopie qui est peut-être un peu trop éloignée de son fonctionnement. Et en tout cas, ça pourrait être un projet à discuter ou à mettre en place. Très bien. Ah, et une petite question à retardement de Christelle. Faut-il archiver les projets terminés? Archiver des canaux, par exemple, dans Slack? Oui, j'imagine, oui. Alors, on peut, tout à fait. Pour vous donner un exemple, quand on doit répondre à un appel d'offres, on crée un canal dédié à la réponse. Le jour où on reçoit la notification comme quoi nous n'avons pas gagné cet appel d'offres, on archive le canal. Ça permet aussi de libérer évidemment son Slack. Cela dit, je crois qu'il reste quand même stocké dans le serveur au cas où. Donc, je crois qu'on peut réactiver un canal archivé pour ne pas perdre l'information. Ok. Alors, si ça vous intéresse, je vous partage aussi dans le chat un article que l'on avait publié il y a quelques semaines, qui est en fait une boîte à outils pour travailler à plusieurs à distance. Donc, je vous le mets dans le chat. Ça peut aussi vous aider pour ceux qui sont dans la réflexion de voilà, quel outil de messagerie, quel outil pour faire de la visio, pour faire du benchmark à distance. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et de ton côté, Samantha, dans le collectif Trajectoire Tourisme, tu dirais que le plus gros changement du fait d'utiliser Slack, ça a été quoi? C'est la fluidité de l'information et du traitement de l'information. Comme ça, tout le monde a la même info. Et puis, c'est surtout pour réagir, parce que nous, on est une dizaine dans le collectif Trajectoire Tourisme. Donc, c'est vrai que quand on pose une question, voilà, vu qu'on a pris cette habitude de se connecter tous les jours à notre Slack, on répond plus facilement et tout le monde voit l'information, les réponses des autres. Et ça, vu que nous, on travaille toutes nos missions sont travaillées collectivement, c'est un gain de temps incroyable de ce côté-là. Ouais. Et c'est là où moi je m'y retrouve bien aussi. Et en termes d'intégration de nouveaux partenaires,
Voilà, quand on intègre quelqu'un dans une équipe, cette possibilité de pouvoir aller voir l'historique des chaînes, c'est vraiment un moyen aussi d'intégrer quelqu'un beaucoup plus facilement et de saisir là où on est l'entreprise plus facilement. Donc, je trouve que c'est un gain de temps aussi de ce point de vue-là. Tout à fait. Mais voilà, il faut prendre le temps effectivement de convertir, comme disait Isabelle là, de convertir l'équipe et puis de prendre ce temps de les former pour que ça prenne dans une équipe. Oui, complètement. Et je pense que la pratique du mail n'est pas si facile à changer en fait. Et ma conviction, c'est qu'on arrive à un changement d'outil quand vraiment celui qu'on a entre les mains il dysfonctionne trop. Quand finalement on s'en sort et qu'on se rend compte qu'on arrive à gérer sa boîte mail, quelquefois c'est pas suffisant comme moteur pour changer d'outil. Donc vraiment dans cette idée de conditions de réussite, pour moi il y a l'idée de est-ce que c'est vers ça aussi qu'on a envie d'aller en équipe? Est-ce qu'on veut plus de transparence de la formation? Est-ce qu'on veut développer la communication asynchrone dans notre équipe? Et si c'est un réel projet pour vous, la transition et la conversion, évidemment, sera plus rapide que si c'est juste un souhait de se dire oh là là, il y en a marre des mails, il faudrait qu'on passe à autre chose. Très bien. Eh bien, je pense que c'est tout bon de ton côté, Jeanne? Oui, pour moi, c'est tout bon. Je vous souhaite de belles explorations sur ces différents outils et que vous trouverez ceux qui vous conviennent le mieux. Eh bien, merci encore à toi, Jeanne, pour ce nouvel atelier qu'on a animé ensemble. Du coup, c'est comme je l'annonçais, c'est la fin de cette série d'ateliers. Donc, c'est des ateliers de 45 minutes très pratico-pratiques et qui sont gratuits. Donc, c'est voilà, un format qu'on a lancé cette année lors du premier confinement. C'est un format aussi qu'on voit qui vous plaît. On a eu beaucoup de retours, beaucoup d'inscriptions. Je crois que vous étiez plus de 500 au total à suivre cette nouvelle série d'ateliers, donc l'art de minimiser le travail inutile. Donc bonne nouvelle, on va continuer, on va pérenniser ce format gratuit en 2021. Et pour nous aider, voilà, je vais vous envoyer là demain ou dans les prochains jours un petit questionnaire rapide à renvoyer. Et si vous avez des idées déjà de nouvelles thématiques à aborder en atelier en 2021, mais ce sera avec grand plaisir qu'on va les programmer. Je vous remercie encore à tous pour nous suivre. Le replay est disponible tout de suite après le live et puis je mettrai à disposition également le PDF sur le site de Trajectoire Tourisme. Un grand merci à tous, prenez soin de vous et bien, on vous souhaite une bonne fin d'année 2020, même si on n'est pas encore sur les vœux. Mais merci à tous. Merci à tous.